Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être libérés pour participer au webinaire qu'on organise avec Microsoft sur le sujet Azure Local. Alors, l'idée qu'on vous propose à travers ce webinaire qui va être assez dense, donc on va essayer de respecter le timing, c'est de vous permettre de sortir de ce webinaire avec une bonne compréhension de tout ce qu'on peut faire avec Azure Local, son positionnement et éventuellement vos besoins d'accompagnement que naturellement on peut couvrir. Alors, je fais un rapide euh, tour de table, je ne vais pas appeler les gens. Donc moi, je suis Olivier Lambert, c'est la petite photo à gauche, de toute façon, vous me voyez. On a le privilège d'avoir Christophe Leroux, qui est de Microsoft, leader sur la solution Azure Local. Et donc à droite, des photos, Olivier Maître et Christophe Guillot, qui sont chacun deux architectes experts sur les technologies Microsoft et en particulier Azure, et en particulier Azure Local. Donc c'est eux qui vont vous présenter l'essence en fait du sujet. Euh, alors, euh, on a préparé un, un thread dans Teams pour que vous puissiez poser les questions au fil de l'eau. Donc, on se permettra on les reprendra soit tout à la fin, soit à la fin de chaque chapitre en fonction de la pertinence. Et vous allez recevoir aussi, au fil de l'eau, des petits questionnaires en ligne, des petits sondages. Donc, si vous pouvez y répondre, comme ça permet de mieux vous connaître. Alors, je ne vais pas passer plus de temps. Alors, très rapidement, je vous fais une rapide introduction pour que vous compreniez. En fait, Constellation est une société holding qui regroupe tout un ensemble de sociétés, en fait, chacune, pour la plupart, actrice en fait de solutions Microsoft. Et là, vous retrouvez principalement représenté EasyTeam sur la partie cloud et infogérance, et donc qui est spécialiste et d'abord sur Azure, les solutions Azure, et également Novae sur la partie fondation build, qui a une part importante en fait sur cette notion d'Azure local. Donc, si vous le souhaitez, je ne vais pas passer plus de temps sur la société et ses filiales. Je vais passer la main à Christophe Leroux. Donc, si vous voulez, à la fin, on aura nos contacts. Si vous voulez nous recontacter, en savoir plus, ça sera l'occasion. Je vais passer la main à Christophe Leroux. Merci Olivier, je vais Merci prendre le Christophe d'être là. Donc, contrôle des slides. tant que tu me fais next slide, please, ou tu prends le contrôle comme tu veux, Ça y est, je dépasse. j'ai pris le contrôle. Bonjour à toutes, Ça bonjour à marche. tous. Donc, merci de vous rejoindre à cette formation ou cette présentation d'Azure Local avec Constellation et Microsoft. On va commencer par essayer de comprendre la stratégie Microsoft autour de l'hybride et de l'Edge. Pourquoi on est réunis pendant 1 heure à parler de ce sujet avec Microsoft? Alors, est-ce que... Voilà. Alors, une des raisons pour lesquelles on a cet intérêt pour... Ah, j'ai perdu la main. Attention. Euh, Ça revient, c'est bon. Hop, voilà. Merci Olivier. Donc, une des raisons pour lesquelles on investit autant et on a les annonces que je vais vous présenter aujourd'hui, ben, c'est parce que la plupart de nos clients sont dans un contexte hybride. On a, selon Flexera, dans une étude de 2024, donc récente, 73% des clients qui sont dans un contexte où une partie de leurs workloads sont dans le cloud public et une autre partie des workloads sont dans un cloud privé. Il y en a 24 qui sont en public only, on va dire que ce sont des clouds natives, sont nés dans le cloud. 3% qui sont dans le cloud privé uniquement, on va plutôt les appeler les souverains, ceux qui ont des exigences sur la localisation de la donnée. Tout le reste des clients ont un besoin de cloud hybride. Mais ce cloud hybride évolue et on va voir que, voilà, avant, on avait tendance à appeler cloud hybride le fait d'avoir un workload à gauche et un workload à droite. Demain, nos exigences sont beaucoup plus élevées en termes d'hybridité. Alors, on a aussi des facteurs externes qui poussent Microsoft dans cette direction. Ben, évidemment, on a ce rachat de VMware par Broadcom qui
pousser clients à regarder des alternatives et à voilà, contacter leur fournisseur de services ou contacter Microsoft pour savoir comment ces solutions peuvent remplacer ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur data center ou dans leur site distant. On a aussi une poussée de l'IA. On parle de l'IA partout, de l'IA générative ou l'IA classique, on va dire, type deep learning. Cette IA affecte aussi l'edge. On a de plus en plus de besoins d'IA à l'edge dans les magasins, dans les usines, dans les hôpitaux, dans les gares. On a besoin de l'IA de type deep learning et de l'IA générative. Et là aussi, une croissance forte de 36%, plus de 36% par an jusqu'en 2028. Et puis, ça va continuer bien au-delà. Et donc, on a une volonté d'adresser ces besoins-là. Le virtual desktop est un autre besoin. Et puis, la sécurité, évidemment, qui, dans un contexte géopolitique dans lequel on est, devient de plus en plus importante. Alors, je disais, le contexte de l'hybride change. En fait, les clients et vous avez probablement construit votre hybride progressivement avec des équipes qui s'occupent du cloud public, avec des outils, des process qui sont associés au cloud public, et puis d'autres équipes qui font du cloud privé avec des outils, des process, des compétences qui font du cloud privé. On a un résultat souvent qui est sous forme de silo avec des difficultés pour partager des références, des données ou des membres de l'équipe qui ont des compétences très spécifiques. Et du coup, les clients nous disent, moi, je voudrais quelque chose de plus simple. Je veux une solution qui me permette de faire à la fois du cloud privé et du cloud public sans avoir ces piliers dans mon organisation. Alors, la solution chez Microsoft, elle s'appelle Adaptive Cloud. Adaptive Cloud, c'est la solution ce n'est pas un produit, on construit son propre Adaptive Cloud en fonction de ses besoins. Mais on va retrouver en général 3 dimensions dans l'Adaptive Cloud. Un, comment je vais opérer mes données de bout en bout. Donc, j'ai des assets qui sont dans le cloud public et j'ai d'autres composants de mon IT qui sont dans le cloud privé, mais j'ai un seul tableau de bord, j'ai une seule sécurité, j'ai un seul inventaire, j'ai une seule règle ou j'ai un seul ensemble de règles de conformité pour l'ensemble de ces objets. Donc ça, c'est très important d'avoir cette cohérence de bout en bout. La deuxième dimension de l'Adaptive Cloud, c'est la dimension applicative. Alors, cette infrastructure elle sert à faire tourner des applications. J'ai des applications qui viennent de tiers, mais j'ai des applications que je développe moi-même. Comment je vais faire pour maintenir l'ensemble de mes sites distants, l'ensemble de mes data centers à jour avec l'ensemble de ces applications. Et là, on va faire intervenir des mécaniques comme Kubernetes, comme le CI/CD, comme GitOps, etc. La troisième dimension d'Adaptive Cloud, c'est la donnée. On a parlé de l'IA juste avant. L'IA nécessite une collection de la donnée. Donc, comment je transforme cette donnée en information, comment je transforme cette information en décision, donc comment je fais le lien entre le système qui génère la donnée et le décisionnaire qui doit prendre une action, qui doit prendre une décision. Donc ça, c'est la couche donnée. Alors, une fois qu'on a conçu cet Adaptive Cloud autour de ces 3 dimensions, la question qui se pose, c'est sur quelle infrastructure je vais pouvoir bâtir cet Adaptive Cloud. Alors évidemment, j'ai le cloud public avec 60 régions Azure. Donc ça, ce sont pour les données, les workloads ou les parties de workload qui peuvent tourner dans le cloud public. Et puis, dans mon cloud privé, l'infrastructure qui ressemble le plus à Azure, c'est Azure Local. Si j'ouvre un Azure Local, à l'intérieur d'Azure Local, je trouve des objets Azure. Je trouve des Network Security Group, du stockage, des VM, tout ça managé depuis Azure. C'est en ça que l'intérêt est fort, c'est qu'on arrive à une continuité d'expérience et de management entre le cloud public et le cloud privé en mettant cette infrastructure typée Azure. Alors, qu'est-ce qu'Azure Local? Azure Local, c'est un système d'exploitation. On le voit dans le carré bleu-vert au-dessus du hardware. Donc, c'est un système d'exploitation qui tourne sur du hardware certifié, qui correspond aux exigences de performance et de sécurité du produit.
Dans ce système d'exploitation, on trouve un hyperviseur qui est Hyper-V, qui tourne dans Azure, qui tourne dans Xbox, qui tourne dans Windows Client, dans Windows Server. On a des millions de serveurs dans le monde qui tournent sur Hyper-V. On a des niveaux de scalabilité. On peut avoir 2048 vCPU par VM, par exemple, sur un Hyper-V. Donc, on est sur une brique extrêmement stratégique pour Microsoft qui continue à évoluer rapidement et qui est extrêmement performante. Deuxième composant de ce système d'exploitation, c'est Kubernetes. On n'a pas besoin de rajouter au-dessus d'un Azure local un OpenShift, un Rancher ou autre couche d'orchestration Kubernetes. On peut le faire si on veut, mais si on ne veut pas, on utilise la couche Kubernetes Microsoft qui s'appelle AKS et qui est embarquée par défaut dans le système. Et puis évidemment, on a du networking, du Software Defined Networking et du Software Defined Storage. Sur cet Azure local, on va pouvoir faire tourner aussi des services Azure natifs, comme Azure Virtual Desktop, Azure IoT Operations. On va pouvoir construire des applications modernes avec Logic Apps et Container Apps. On va pouvoir faire tourner des bases de données Azure sur Azure local, comme Azure SQL Managed Instance, qui n'est pas SQL Server, mais qui est vraiment une base de données Azure locale. On va pouvoir faire de l'IA avec Azure AI Foundry. Et maintenant, on peut même faire du Microsoft 365 avec Microsoft 365 local. Évidemment, on peut faire tourner des VM standards et puis des clusters Kubernetes et faire tourner ses propres applications sur un Azure local. C'est un système complètement ouvert, mais qui a la capacité à héberger des services Azure. Et ces systèmes, on peut en avoir des dizaines, des centaines, des milliers. On en déploie 2000 en Australie, 1500 en Angleterre en ce moment, donc on n'a pas de limite. Et on a un seul espace de management et on n'a pas besoin de le construire, c'est le portail Azure. Il est là, disponible 24/7, il est redondant, il est accessible pour tout le monde. Donc on n'a pas besoin de se poser la question de l'infrastructure de management. Et dans ce portail, on va trouver la gestion de l'identité, on va trouver la gestion de la sécurité, la gestion de la performance, la gestion des updates, la gestion de la conformité, tout ça de la même façon qu'on le fait sur d'autres objets Azure. Donc tous ces services qui sont dans le portail Azure et qui sont connectés au cluster Azure local sont des services Azure natifs. Alors, bon, le marché reconnaît l'avance qui a été prise par Azure Local sur cet aspect distributed hybrid. Donc effectivement, à partir du moment où on a plusieurs sites, la force d'Azure Local est de simplifier les opérations de l'ensemble de ces sites et avec en plus un pont Azure si on veut étendre ces sites sur de l'Azure. Azure Local a été conçu pour ça. Ce n'est pas le cas d'autres solutions qui sont dans le quadrant de gauche. Donc on a vraiment une prédisposition à Azure Local pour tout ce qui est distribué et géré de façon centralisée. Et puis à droite, on voit la partie VDI avec Azure Virtual Desktop. Donc, les annonces, si on se pose la question, mais quel est l'avenir d'Azure Local? L'avenir d'Azure Local, il est brillant et il est puissant. On a annoncé, donc Satya Nadella, le CEO de Microsoft, est venu sur scène annoncer Azure Local en novembre à Ignite, qui prenait la suite d'une gamme de produits. Donc, on est dans l'évolution du produit. Ce n'est pas un produit qui sort de nulle part, hein. Il hérite des gènes d'une longue gamme. À Build, qui est notre conférence des développeurs qui a eu lieu en mai, on a annoncé Azure AI Foundry sur Azure Local. Donc ça montre bien l'ambition de faire de l'IA en dehors d'Azure pour les clients qui en ont besoin ou pour les contextes qu'ils nécessitent sur Azure Local. Et puis, il y a quelques jours, on a annoncé, si j'arrive à passer, voilà, le cloud souverain sous 3 formes chez Microsoft. Donc la forme cloud souverain sur région Azure avec employés de la communauté européenne, la capacité de gérer ces clés privées, c'est le Sovereign Public Cloud sur la gauche. Donc les données restent en Europe et sont managées par des employés européens. Deuxième pan, c'est du Azure local plus du Microsoft 365 local en hybride ou en complètement déconnecté, ce qu'on appelle air-gapped. Donc là, on est sur des contextes où on n'a même pas de connexion Internet.
Et donc là, on peut construire son propre cloud. Donc, un client construit son cloud sur Azure Local. Et enfin, le National Partner Cloud, là, on est sur des infrastructures managées par des tiers avec technologie Azure. On a Bleu, par exemple, en France. Et là, on est sur du Software Defined Cloud, alors que le Sovereign Private Cloud, on va être sur du Hardware Defined Cloud. On a besoin de son propre serveur. Donc, voilà les trois formes de cloud souverain qui ont été annoncées. Vous voyez en plein milieu la puissance d'un Azure local associé à un Microsoft 365 local, plus les iFoundry, ou si on veut construire ses propres agents. Donc on combine Microsoft 365 local avec les iFoundry, et on va avoir quelque chose qui a de l'IA générative avec des documents qui sont générés dans Microsoft 365 local. Voilà pour la stratégie Microsoft. Si je la résume en quelques mots, Microsoft considère que l'hybride et l'edge sont des enjeux majeurs et stratégiques et on met en place les produits. On a des milliers de clients qui tournent sur ces produits pour satisfaire à ces besoins. Voilà, Olivier. Merci Christophe. Bon, vous avez eu un petit sondage, là je vous invite à le compléter si vous voulez bien. Écoutez, là on vous a présenté la meilleure vision possible, hein, côté fournisseur, côté Microsoft. Ici, on vous propose maintenant de voir l'autre côté. Constellation, Easyteam, Novae, on est très, très à l'affût en fait de tout ce qui se fait chez Microsoft. Et fin novembre, quand on a appris que Azure Local sortait officiellement, on suivait ça de près depuis longtemps, on a proposé notre deux premiers dossiers en réponse à appel d'offres sur Azure Local. Et donc, Olivier et Stéphane vont vous parler de la démarche beaucoup plus dans le détail. Je vous passe la main. Olivier et Stéphane. Bonjour à tous, merci Christophe de nous avoir brossé cette roadmap et introduire donc le sujet. Je vais revenir un peu sur les limitations qu'on rencontre dans nos projets cloud public. On accompagne beaucoup de nos clients et on a fait pas mal de projets Move to Cloud avec nos clients et en les accompagnant dans leur transformation vers le cloud public depuis beaucoup d'années maintenant. Et bien souvent, on se rend compte que la réponse cloud public seule ne permet pas de répondre à tous les besoins ou à toutes les exigences qu'on rencontre au travers de ce panel de clients. Donc on a regroupé finalement ces limitations en 3 grands domaines, avec d'abord des contraintes évidentes réglementaires et de souveraineté de données, avec des clients qui remontent des besoins d'être hébergés dans des environnements dédiés ou auditables physiquement parfois, ce qu'effectivement le cloud public ne peut pas adresser comme use case. Deuxième contrainte forte qui concerne des performances particulières dans des use cases très spécifiques sur des connexions réseau limitées avec des besoins de latence très faibles. Là, récemment, on a travaillé avec un éditeur qui avait des besoins de latence de quelques millisecondes depuis des scans de code barre dans des entrepôts pour remonter dans des VM Azure. Bon, là, c'est très compliqué d'avoir ces latences-là de bout en bout. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, une solution locale couvrirait et répondrait mieux aux besoins. Autre domaine de limitation, c'est des clients qui ont besoin de prioriser, je dirais vraiment le contrôle et la partie confidentialité avec des équipes qui doivent garder la main sur chaque couche, réseau, stockage, chiffrement, le patching, etc. Et en gardant la possibilité de mettre en œuvre des politiques de sécurité ultra spécifiques. On a évoqué le air-gap tout à l'heure avec des environnements réseau isolés, sans connexion Internet, mais également des besoins de cloisonnement physique ou encore de HSM interne, quoi. Ces aspects-là, le cloud public ne sait pas y répondre. Et on se rend compte que la réponse, c'est l'hybridation. Et du coup, Azure Local, aujourd'hui, répond de la meilleure manière à ce besoin d'hybridation et va vraiment fusionner et réunir les demandes. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà. Merci. Donc, la réponse Azure Local, pour la formaliser de la manière la plus simple qui soit, ça va être de dire, j'ai un projet d'aller vers les technologies Microsoft, d'aller vers le cloud Azure. J'ai des contraintes, j'ai un besoin malgré tout d'avoir un hébergement local.
La réponse Azure Local va être de dire, on va mettre à votre disposition une région Azure dédiée qui sera hébergée dans vos data centers ou dans les data centers de Constellation et qui sera managée de manière globale avec les déploiements qui seront faits sur la partie Azure natif, Azure public. C'est la meilleure réponse parce que, évidemment, Azure Local répond aux 3 domaines évoqués tout à l'heure. Azure Local garantit que les données ne seront jamais présentes sur le cloud public. Elles seront constamment hébergées en local chez vous ou chez nous, mais pour autant, et c'est un des avantages majeurs, elles pourront hériter de toute la gouvernance, les initiatives et les policies de surveillance et de garantie des normes et des conformités que propose l'outillage et la gouvernance Azure natif. Vos données sont garanties d'être chez vous, mais restent sous contrôle par des services natifs. Ensuite, pour les problèmes de performance, Azure Local, c'est une solution qui est hyper convergée. Dans une solution hyper convergée, on a les disques intégrés dans les serveurs. Aujourd'hui, on peut utiliser des disques NVMe qui sont les plus performants du marché. Et le contrôle de la performance est vraiment intéressant dans l'hyperconvergence parce qu'on fait croître la performance par ajout de nœuds de manière linéaire. Ça, c'est le premier point. On a une croissance de la performance qui est très contrôlée. Ensuite, on utilise des technologies réseau qui vont limiter la latence et optimiser les transferts de paquets. Comme on est en environnement hyper convergé, les échanges d'informations entre les différents nœuds est vraiment important. Donc, on va utiliser des switches et des cartes qui permettent d'optimiser cette latence et d'optimiser les performances. Et on va pouvoir intégrer des éléments dans ces plateformes comme des GPU qui vont permettre de faire des traitements sur de l'IA ou du calcul de manière très puissante. Donc, on a une plateforme qui va pouvoir être très sécurisée sur des configurations qui ne sont pas forcément très importantes. On peut faire une configuration de nœuds très sécurisée qui va être au plus près de la production, au plus près de la donnée. On va pouvoir traiter ces données avec les meilleures performances garanties et une latence minimale. Le domaine de la confidentialité et donc ce besoin de contrôle total est également couvert. Évidemment, la solution est déployée localement. Donc on a bien des équipes qui peuvent garder la main sur chaque couche, isoler totalement le portail, le cluster, avec des systèmes type air gap, ces isolations fortes, tout en gardant finalement une gouvernance et un portail local exactement semblable à la partie Azure natif. Donc Azure Local répond à ces 3 manquements du cloud public, mais ne se contente pas de combler ces limitations et apporte tout un tas d'avantages complémentaires. La gouvernance unifiée, c'est une demande forte de nos clients sur les besoins d'hybridation, avec toute une partie de la gestion, de l'exploitation, de l'outillage qui va être centrale, identique, que vos assets, que vos workloads soient hébergés sur la partie Azure natif ou sur la partie Azure locale. Cette uniformité de la gestion se décline sur les bas niveaux en incluant évidemment toute la partie infra as code qui est plébiscitée chez nos clients sur ce type de projet de grande envergure, avec des modèles et des templates de déploiement qui seront identiques finalement que la ressource doive aller sur la partie Azure natif ou la partie Azure locale. Dans le mode déconnecté, on va pouvoir déployer un contrôle plane local et faire les déploiements, les mises à jour, en gardant exactement la même expérience que si on intégrait tous les équipements dans le portail Azure. Et on va pouvoir travailler dans un environnement en Black Site de la même manière qu'on le ferait avec une connexion Azure. Autres avantages que Christophe avait évoqués dans son introduction, c'est la capacité d'activer des services PaaS applicatifs sur des composants hébergés sur la partie Azure locale. Vous avez des bases SQL qui tournent sur des VM hébergées sur Azure local dans vos data centers.
vous pouvez les transformer en SQL Managed Instance Azure natif, mais elles restent complètement hébergées en local dans vos data centers. Donc on tire l'avantage de ce besoin de souveraineté et de proximité, mais en même temps, on récupère tous les avantages liés au service PaaS avec l'exploitation simplifiée, la scalabilité, etc. Et ça rejoint une des forces de cette solution, c'est cette extension naturelle Azure vers le cloud natif, extension naturelle vers Azure public, au travers de toute la palette d'outils que Christophe a évoqué. Donc, on répond soit de manière, je dirais, relativement triviale avec un déploiement natif ou public, mais on peut aussi imaginer une continuité totale sur certains workloads qui ont besoin d'élasticité avec ce mode hybridation totale. Vous gardez la main sur le curseur pour finalement le faire aller vers la gauche, vers la droite, plutôt natif, plutôt local, au fur et à mesure de vos besoins, au fur et à mesure de vos déploiements. Azure Local rend finalement, dans la partie exploitation, outillage, MCO, gouvernance, rend complètement transparent cette notion d'hybridation. Vous n'avez plus qu'un seul environnement, vous avez plusieurs régions Azure, l'une d'entre elles s'appelle Azure Local et chez Constellation ou chez vous dans vos locaux. Tu peux passer à la slide suivante. Je passe, oui, ok. Alors, excusez-moi, il nous reste peu ou prou 20 minutes avant les questions-réponses. Voilà. Ok, merci. Donc la plateforme, elle est organisée au premier niveau par du hardware, des validate nodes. Cette notion de validate node, elle est vraiment très importante. Microsoft a défini un standard qui est le Windows Server Software Defined, en fait, et les constructeurs construisent une configuration minimale et optimale, et cette configuration va être testée et amenée dans ses retranchements pendant 4 jours, avant de pouvoir être intégrée au catalogue. L'intérêt de ça, c'est qu'on va avoir des validate nodes qui sont testés sur l'ensemble de leurs composants. Et donc, ça va permettre de faire des déploiements complètement contrôlés avec aucun problème d'intégration. On a des nœuds qui sont intégrés de différentes manières. Le premier, c'est le validate node. On a le hardware uniquement avec le support constructeur. Le deuxième, Integrated System, où le système Azure Local va être intégré directement en nœud et où le support va couvrir l'ensemble. Et ensuite, on peut avoir des déploiements premiers solutions qui sont dédiés pour les gros déploiements avec toute une partie automatisation complémentaire et logistique pour pouvoir gérer ça dans les meilleures conditions. Donc, sur cette couche hardware, on va avoir la partie Hyper-V qui va apporter la couche hyperviseur et la partie Storage Space Direct, qui est la partie stockage distribué de la solution. Storage Space Direct va unifier tous les disques qui sont dans les serveurs dans un espace commun et va permettre de créer un pool de stockage unifié, en fait. Et par-dessus ces différentes couches, on a évidemment une couche de software defined qui va être ajoutée à ces éléments, qui fait partie du système. On va pouvoir héberger nos VM, du virtual desktop et des containers avec AKS. Toute cette partie, elle est gérée au travers de la console Azure, ce qui permet d'avoir des déploiements qui sont uniformes, toujours les mêmes configurations, les mêmes règles appliquées, les mêmes sécurités, avec un backup unifié. Donc l'intérêt, c'est la normalisation en fait. On n'a pas un serveur installé d'une manière et puis un autre d'une autre manière suivant l'ingénieur qui va intervenir. On a une uniformité des déploiements, donc une exploitation qui est beaucoup plus simple et efficace. Les serveurs sont installés en mode core, donc on n'agit pas sur les machines. On a un système minimaliste qui est optimisé avec une surface minimale. On va gérer les déploiements au travers de la console et la gestion au travers de la console. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. C'est matériel, ouais. Voilà. Ouais. Donc, on va retrouver des machines physiques. Pour construire les architectures, on va retrouver cette partie hardware. Ici, un exemple avec des serveurs Dell.
On va avoir la partie network. La partie network est vraiment importante. On utilise des switches spécifiques qu'on appelle DCB, en fait, Data Center Bridging, qui intègrent des fonctionnalités qui permettent de bien gérer le réseau. Comme on a une architecture distribuée, les échanges de paquets entre les nœuds doivent se faire de la meilleure manière possible pour qu'il n'y ait aucun paquet perdu. Et on a des switches qui ont ces qualités particulières pour optimiser tous ces fonctionnements. Storage Space Direct va nous créer un bus et unifier l'ensemble des disques qui sont sur les nœuds pour créer un pool unifié. Et la Storage Space Direct va nous permettre de protéger les données de deux manières. C'est une protection logicielle en fait. On va avoir la parité qui est équivalent à un RAID 5. On va faire un RAID 5 distribué sur les nœuds avec une donnée sur un nœud, une donnée sur un autre nœud et une parité sur l'autre. Si je perds un des nœuds, je suis capable de reconstituer la donnée qui a été perdue avec les deux autres informations. Et le mirroring qui va nous permettre de créer des copies de la donnée sur différents nœuds. Donc on a deux niveaux de protection possibles et on peut les mixer. Ces plateformes sont très sécurisées. On applique sur ces plateformes les standards, sont appliqués sur ces plateformes les standards du DISASTIG. C'est l'organisme américain qui crée les templates qui sont appliqués par un peu tous les constructeurs, qui sont appliqués chez les éditeurs aussi, chez Vim, pour sécuriser les plateformes avec des modèles de sécurité. Et la plateforme permet également de pouvoir s'interconnecter avec un SIEM local. Donc, en local, on peut aussi gérer la sécurité avec un SIEM qui est directement local ou data center. Là, j'ai regroupé un peu quelques idées d'architecture de base, en fait. C'est pas une architecture complète, c'est un élément d'architecture unitaire qu'on peut retrouver sur Azure Stack HCI. Donc, dans le data center, on va créer un cluster. Ce cluster, il est formé de 4 à 16 nœuds et on va retrouver les machines hardware plus la partie réseau qui va unifier ce cluster. C'est l'architecture de base qu'on pourra retrouver dans un data center. On peut la doubler et créer de la protection entre ces différentes architectures. Azure Local propose vraiment des solutions intéressantes pour les sites robots, en fait, quand on a un site central et puis différentes agences ou usines. Donc, il y a deux configurations type. La première configuration composée de nœuds, et elle est liée vraiment à un besoin de haute disponibilité. Donc, sur ces architectures de nœuds, on est capable de faire en attachement direct une protection locale au serveur et miroir sur le serveur distant. Donc, avoir la possibilité de perdre un serveur complètement tout en garantissant la production avec un niveau de sécurité sur le nœud qui reste. Donc ça, c'est vraiment une solution qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres solutions d'hypervision où on est plutôt en mode dégradé quand on fonctionne en deux nœuds et qu'on perd un nœud. Et perdre un nœud, c'est quelque chose qui arrive régulièrement puisqu'on a les opérations de maintenance. Donc si on a un site usine qui est critique, on a besoin d'avoir ce niveau de sécurité pour pouvoir arrêter un nœud pour faire l'opération de maintenance et garantir le fonctionnement de la prod. Donc voilà, ça c'est pour les nœuds, les sites qui ont besoin d'une architecture sécurisée. Et on a aussi la capacité d'optimiser les coûts avec la possibilité de déployer des nœuds uniques. Ces nœuds uniques peuvent également être sécurisés. La contrainte, c'est de positionner un seul type de disque dans la machine et on est capable, sur deux disques différents, de faire un miroir de la donnée, en fait, et d'avoir deux copies de la donnée sur deux disques différents. Si on a une perte de la machine, on a une perte de la prod, mais si on perd un disque, on a toujours notre donnée qui est active et on est capable de la sécuriser. Tu peux passer au slide suivant. C'est que quelques exemples. Donc, vas-y, je vous en prie. Alors, les fonctionnalités qui sont apportées par Azure Local, c'est vraiment les fonctionnalités qu'on attend pour une architecture. La haute disponibilité, on a la redondance entre les nœuds, on est capable de faire du live migration entre deux nœuds et déplacer des workloads pour passer un nœud en mode maintenance sans rupture de la production.
Et on a une fonctionnalité qui arrive, qui est pratiquement terminée, c'est la partie Rack Aware Cluster qui va permettre de créer un stretch cluster entre deux salles au niveau 2 en mode RDMA. Donc ça veut dire avec une latence minimum et la possibilité de sécuriser complètement un site avec deux salles et la possibilité de perdre une salle. Ensuite, on a la possibilité de construire un plan de reprise informatique avec Azure Site Recovery pour faire de la réplication vers le cloud Azure et sécuriser les VM. Au niveau protection de la donnée, on en a déjà un peu parlé, on a une protection interne au nœud avec deux fonctionnalités qui sont liées à Storage Space Direct, la partie Parity et miroir, protection de la donnée interne au nœud. Ensuite, on va pouvoir protéger la donnée par des copies backup, mais aussi on a la possibilité de chiffrer ces données et de gérer le cycle de vie complet de la donnée avec de la classification de l'audit, de l'archivage vers du blob Azure par exemple. Au niveau sécurité de la plateforme, elle respecte les plus hauts standards aujourd'hui, hein, avec les standards du DISASTIG et du CIS. Donc, on a des templates qui sont appliqués sur ces nœuds pour avoir une surface minimum et avoir uniquement les services utilisés qui sont actifs. Merci. D'autres avantages, hein. Vous avez compris que Azure Local, implémenté avec Constellation, finalement, va répondre à toutes vos attentes. Au-delà de celles que Stéphane a déjà évoquées, la partie FinOps, mode proactif avec Constellation, ça ne nous intéresse pas de vous expliquer les coûts que vous subissez. Nous, on préfère vous expliquer comment vous n'allez pas les subir. Et donc, travailler avec nous, c'est la gage de cette proactivité sur les coûts. Et bien évidemment, la plateforme répond aux besoins d'agilité, de scalabilité, la gestion centralisée au niveau de la gouvernance du MCO, et le monitoring, évidemment, avec les outils natifs qu'on complète avec une solution maison Constellation qui s'appelle Portail 360. Je reviens dessus sur la slide suivante, s'il te plaît. Hop, tu peux avancer. Donc, une synthèse des avantages. La solution, elle offre énormément d'avantages. La liste est très longue. Je vais juste t'arrêter 30 secondes sur la slide précédente avant de passer au cas client. Merci. Il y a un petit lag. Je vais pas recouvrir les avantages. Vous prendrez contact avec nous. On aura certainement l'occasion d'en discuter. Ce qui est important, c'est que travailler avec nous côté Constellation, c'est travailler avec une expertise très forte. On a déjà migré des systèmes d'information complets, soit cloud natif complet quand ça s'y prêtait, soit sur les infra hybrides. On s'est rendu compte des manquements, hein, ces infra hybrides, ce qui manquait à nos clients sur la partie gouvernance commune, etc. On a un niveau de partenariat Microsoft très avancé. Sur le Rex que je vais présenter juste après, vous verrez qu'on a toqué chez Microsoft pour leur dire voilà le besoin, quelle est la meilleure solution pour y répondre, et on a co-construit la réponse avec Microsoft grâce à notre niveau de partenariat et aux advanced pay qu'on a acquises. De la même manière, on est en relation étroite avec tous les fournisseurs de hardware divers, ce qui nous permet d'avoir un œil aguerri sur l'état des configurations et la qualité du hardware qui est livré, en étant bien, je dirais, validé de bout en bout et en s'assurant qu'il n'y a aucun SPOF ou aucune défaillance de la simple carte réseau jusqu'aux composants les plus complets. On a une représentation locale, on est présent dans toutes les régions de France, ce qui permet d'accompagner nos clients avec une relation de proximité qui est largement plébiscitée. Évidemment, on couvre tous les métiers informatiques, système base de données, beaucoup de développement, de la sécurité, du réseau, j'en passe et des meilleurs. Comme je le disais, on a développé une solution spécifique de monitoring, de supervision qui s'appelle Portail 360, qui va permettre finalement de centraliser toute la partie monitoring à la fois public, à la fois hybride et maintenant Azure Local, où on a développé au travers des API toute la partie télémétrie, capacity planning, incluant la surveillance applicative, ce qui permet vraiment d'avoir un point d'entrée sur l'état de fonctionnement des applications dans ce monde de l'hybridation. Très très bonne solution que nos clients reconnaissent sans aucun doute. Et enfin, on vous accompagne dans vos projets
de bout en bout, je dirais, des premiers échanges qu'on peut avoir au travers de webinars ou de sujets d'avant-vente ou de sujets de prise de connaissance, d'identification des besoins, etc., jusqu'au run et bien au-delà. Le run n'est pas la fin, hein, quand on est dans ces clouds publics ou hybrides. L'innovation est omniprésente, donc on continue d'accompagner nos clients sur l'innovation, en passant évidemment par toutes les phases de qualification, stratégie de déploiement, fondation et immigration. Hop. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, le cas client qu'on évoque tout à l'heure, qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est un acteur relativement majeur, oui, dans les solutions d'audit en France. Le client avait une vraie volonté, motivation de moderniser son système d'information, hébergé jusqu'à présent sur des solutions relativement classiques et courantes de VMware, mais qui ne répondait pas, comme il le souhaitait, à des besoins divers, notamment d'agilité et d'innovation. Donc, le cahier des charges en bullet point était le suivant. Attention, chers futurs partenaires, on a une partie du périmètre qui est ultra sensible, avec des besoins de souveraineté exigeants, pas de réponse cloud publique sur ce petit périmètre-là. Autre point, l'entreprise croît avec des prétentions de croissance très fortes, avec la croissance externe, x2, peut-être x3 sur 2025. Donc, vous devez être en capacité, dans des temps records, d'héberger 100, 150, 200, 300 VM en plus, sans que cela pose problème ou sans avoir à revoir le modèle initial. Évidemment, si on se lance dans un projet de migration comme celui-ci, il nous faut de la modernité. On travaille beaucoup en VM, en IaaS, sur des OS parfois obsolètes. Faisons fi de ces anciennes pratiques. On se tourne vers la modernité. Alors, on entend parler infra as code, on entend parler DevOps, on entend parler de tout un tas de services qui va nous faciliter l'exploitation, accélérer le time to market. Bah, s'il vous plaît, dans votre propal, vous nous en faites bénéficier. Évidemment, un besoin de PCA et de PRA prégnant et la sécurité globale de l'ensemble. Et ce qu'on aimerait bien en plus de tout ça, c'est de ne pas multiplier les outils, de ne pas multiplier les sujets de gouvernance et que globalement, dans votre réponse, vous arriviez avec une boîte à outils qui va nous permettre d'avoir une gestion uniforme de tout notre futur SI. Voilà le cahier des charges. Donc, j'ai identifié évidemment ce qui pouvait être une réponse cloud public, ce qui forcément ne l'était pas. On a brainstormé avec Microsoft et effectivement, la solution évidente qui est sortie de ces réflexions, c'est Azure Native. Azure Native, parce que Azure Local, pardon. C'est cette hybridation Azure Local, Azure Native. Azure Native ne répondait pas puisque souveraineté sur un périmètre sensible. La partie AVS a été à un moment donné imaginée, mais beaucoup trop rigide. Et gérer les données sensibles depuis AVS avec des données sur un site local, c'est possible, mais trop complexe et de mon point de vue pas assez moderne. Et puis les solutions type cloud privé, comme OBS par exemple peut en proposer, sont pareil trop figées, comme j'ai coutume de dire, manquent d'agilité et ne font pas appel à toute l'innovation que peut apporter la couche cloud Azure native. D'où notre réponse d'hybridation avec le couple Azure Local, Azure Natif. On déploie Azure Local dans les data centers de Constellation conformément aux contraintes du client pour héberger tout son périmètre sensible et souverain. Et on utilise toute la puissance Azure Natif pour les outils de gouvernance, pour les outils de MCO et assurer finalement toute cette couche innovation et scalabilité. Ce projet-là, on va le faire en 2 temps pour information. Un simple, entre guillemets, lift and shift
vers les deux entités natives locales qui vont nous permettre d'identifier tous les chemins de transformation et toutes les workloads, les applications qui vont bénéficier de l'innovation qu'on greffera ensuite dans un second temps. Voilà. Je vais accélérer un petit peu parce que je pense qu'il faut qu'on garde un petit peu de temps pour la question-réponse. Je vous laisse 3 minutes sur l'accompagnement. Ouais, je vais aller très vite. Ouais. J'en ai déjà pas mal parlé. Donc, vous avez bien Ouais. compris qu'on vous accompagne sur toute la durée de vie du projet. Vous travaillez avec les mêmes acteurs, les mêmes équipes chez nous, dès première phase d'audit jusqu'au run. Alors, run au deuxième jour, cette notion est importante. On travaille d'abord sur les couches d'infra. Quand on amène un workload dans la cible, il est directement pris en charge par nos équipes de run en assurant nos engagements de MCO dès son deuxième jour de run. Ce qui permet de garantir que pendant les migrations, il n'y a pas d'ajustement à faire une fois que les assets commencent à tourner sur la cible. Tu peux passer à la slide suivante. Yes. Donc, la démarche projet, elle est assez standard. Évidemment, on l'adapte à chaque projet. On n'a jamais une uniformité et on ne retrouve jamais exactement les mêmes choses. Mais globalement, c'est d'abord une première phase d'étude et d'assessment qui va avoir pour objectif de fixer la V1 de la cible, la roadmap de migration, le chronogramme et toute la gouvernance. Alors j'insiste sur la V1 parce qu'effectivement, dans des projets moyen et long terme, on se rend compte que les choses évoluent et la V1 finalement finit gentiment par s'en écarter pour des raisons diverses et variées qui peuvent se greffer. Une fois que cette stratégie et ce process de migration, la cible est définie, on démarre les déploiements proprement parlés, donc de tout ce qui va être fondation, tous les services d'infrastructure pour piloter toute l'architecture cible. On parlera firewall, découpage réseau, interconnexion, identité, services de MCO, sauvegarde, monitoring, etc. Bref, toutes ces briques sont complètement déployées, correctement configurées et dès à présent prises en charge par nos équipes de run. Dernière phase, la migration à proprement parler. Si on a bien fait notre travail en phase 1, on va avoir un espèce d'arbre de décision qui va nous permettre de définir sans se poser de questions chaque application, à quel endroit elle va aller. Est-ce qu'elle part sur Azure natif, sur Azure local? Si elle va sur Azure natif ou local, ça va être quelle souscription, quel groupe de ressources, quel type de service cible. Donc ça, c'est un gage de temps. On migre au fur et à mesure suivant le planning défini et on donne directement les clés à nos équipes de run qui en assurent le MCO, comme je le disais tout à l'heure, dès le deuxième jour. Évidemment, en fil conducteur sur toute la durée, et ça on le surveille comme du lait sur le feu, comme j'ai coutume de dire, c'est le FinOps. Est-ce qu'on s'écarte par rapport aux projections qui ont été faites ou est-ce qu'on est meilleur? Ça arrive. Et également toute la partie sécurité où on est force de proposition pour augmenter systématiquement les niveaux de sécurité dès lors qu'on arrive sur une partie cloud publique. Voilà, donc ça c'est une vision simplifiée. En fait, on travaille, pour le dire plus généralement, dans le cadre qualité qui nous est imposé par Microsoft pour avoir les certifications, que ce soit dans le timing, les livrables, etc. Et donc il y a des spécificités Azure locales qui ont été produites par Microsoft que l'on respecte aussi naturellement. Donc là, ici, un petit état de nos certifications. Donc en fait, principalement, Constellation, EasyTeam, Novay, nous sommes CSP Tier 1 avec tout un ensemble de qualifications au niveau Solution Partner et aussi Advanced Specialization, qui est la certification un petit peu Graal en fait du dispositif. Voilà, on arrive aux questions-réponses. Donc, je pense que c'est important de bien maintenir ça. Je ne sais pas si vos micros sont ouverts. Vous pouvez aussi poser des questions. J'ai permis l'autorisation des micros, oui. Normalement, on peut parler. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça. Ils sont là pour ça. Christophe, Olivier et Stéphane. Donc, que ce soit sur le produit, la démarche, une vision plus approfondie sur la partie projet. Enfin, tout est possible.
personne qui se lance. Du coup, je rajoute juste une petite illustration hein, pour bien comprendre. Hein, cette solution d'hybridation en fait, va rendre complètement transparente le fait que vous soyez sur une archi hybride. Demain, quand vous allez déployer une VM, vous le ferez depuis le portail Azure. Vous choisirez la région Microsoft France Centrale, Ouest Europe, ce que vous voulez, ou alors la région Azure Local Constellation, Azure Local située chez vous. On est vraiment sur cette gouvernance unifiée. On a une main levée là. Oui. Monsieur Domitard. Alors. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur. Ouais, très bien. Oui, bonjour. Juste pour comprendre bien le prix de cette solution, c'est la licence uniquement du serveur physique pour Microsoft? Alors, je vais prendre la question. Donc, effectivement, quand on achète un Azure local, quand on souscrit un Azure local, on va devoir se fournir en matériel chez un fournisseur de hardware ou chez un revendeur. Et ensuite, on va connecter ce cluster à Azure. À partir de là, les compteurs de la facturation Azure local vont commencer à tourner et ils dépendent du nombre de cœurs physiques. Donc, c'est une facturation Azure à l'usage qui dépend du nombre de cœurs physiques qu'il y a dans le serveur. Donc, c'est assez stable, en fait, finalement. L'autre option, juste pour finir l'autre option 2, ça c'est l'option 1. Option 2, j'ai déjà les licences Windows Server Data Center, j'ai déjà une software assurance, un Enterprise Agreement ou un contrat CSP, et là, la facturation d'Azure Local et d'AKS est à 0. Troisième option. Mince, j'ai une coupure. On n'aura pas la troisième option. Et pour clarifier ma question, ça veut dire que tous les assets qui tournent sur ce serveur, je ne les paye plus. VM, SQLMI. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas sur un mode de facturation à la VM comme on l'est sur Azure natif. À partir du moment où vous avez votre socle Azure local qui est provisionné et licencié, à ce moment-là, vous ne payez plus les assets complémentaires. Après, sur le sujet licence, je pense que Christophe allait y venir. Il y a pas mal de subtilités, notamment quand on commence à utiliser des services type Defender for Cloud qui peuvent descendre un certain nombre de fonctionnalités, etc. Nous, on fait les calculs finalement des 3 options que Christophe allait évoquer pour finalement vous orienter vers la solution qui sera la plus optimisée en fonction de ce que vous avez provisionné comme matériel, la façon dont vous allez l'utiliser et les services que vous allez souhaiter couvrir via Azure natif. C'est le triptyque des 3 qui va nous permettre de dire, dans votre cas, considérez plutôt l'option 1, l'option 2 ou l'option 3. Ce sera la plus intéressante pour vous. On a toute cette expertise pour vous accompagner sur ces sujets-là. C'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une petite question. Vous disiez tout à l'heure que Azure Local, l'OS était en mode commande, en mode ligne. Quelle raison on retrouve derrière ça? Pourquoi ça a été fait comme ça, en fait? Il y a 2 aspects, en fait. Il y a un aspect protection du nœud, c'est-à-dire offrir une couche minimaliste. Il y a un aspect performance, c'est-à-dire optimiser tous les services qui tournent sur la machine et garder uniquement les services nécessaires. Et après, il y a un aspect contrôle. Le contrôle ne se fait pas directement sur la machine, mais au travers de la console centralisée. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée d'avoir une IHM sur ces serveurs ne correspond à aucun besoin dans la philosophie et dans la cible proposée par Azure Local. On n'a pas besoin d'aller directement sur la machine en question. On a le portail Azure et on pilote depuis ce portail-là. Une question, là, je ne la retrouve pas. J'ai vu un truc s'allumer. Monsieur Noumbissi, oui. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais faire, est-ce que l'administration, autant pour moi, peut être décentralisée?
Alors, administration décentralisée. On administre la plateforme. En fait, il y a 2 schémas distincts. Il y a le premier, si vous êtes sur des solutions déconnectées, dont Stéphane a expliqué tout à l'heure les tenants et aboutissants, vous bénéficiez évidemment de la même console que le portail Azure, mais pour gérer localement. Si par contre, vous êtes dans un mode connecté, ce qui est le cas dans la plupart des use cases aujourd'hui qu'on rencontre, à ce moment-là, vous y accédez depuis la console portail.azure.com et vous pilotez depuis votre interface web, quel que soit l'emplacement géographique, de manière à on ne peut plus décentraliser par conséquent, quoi. D'accord, je pose la question en supposant qu'il y a plusieurs sites et il y a des administrateurs qui utilisaient avant VMware sur les sites locaux et les sites centraux. Est-ce que si on bascule les sites locaux sur Azure local, les administrateurs locaux pourront avoir certains accès dessus? C'est un peu ça ma question. Oui, tout à fait. Vous pouvez donner les accès à vos administrateurs locaux à une console qui managera l'instance locale de cet Azure local. Il faut bien suivre. D'accord. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les performances, la facilité d'implémentation Là, au niveau plateforme certifiée, il y en a beaucoup, c'est ça, Stéphane, hein, Oui, ça, on retrouve les standards, hein, des LHP, les nouveaux, mais il y a beaucoup de constructeurs, à peu près une trentaine, qui sont inscrits sur le catalogue Microsoft avec des machines certifiées. ça, hein, par On va rapport à la retrouver Supermicro sans problème. Ouais. Il y a même Asus qui est certifié sur certaines configurations. Par rapport à Stack HCI, qui était le produit d'avant, en fait, on a un investissement fournisseur qui est nettement plus important sur Azure Local. Hein. Oui. Ce que tu disais. Hein, ouais. C'est aussi lié à la stratégie de Microsoft qui est suivie par les fabricants de matériel, en fait. La volonté de développer cette solution. Beaucoup plus de fabricants avec des offres beaucoup plus granulaires. On n'est plus sur les grosses masses que proposait Azure Stack HCI. On peut démarrer vraiment tout petit et scaler de manière beaucoup plus granulaire avec Azure Local. Et l'utilisation des disques NVMe aujourd'hui permet d'avoir des performances vraiment exceptionnelles sur de l'hyperconvergé. Monsieur Dominguissi, on vous écoute. Oui, permettez-moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces administrateurs locaux devront, comment dire cela, est-ce qu'il y aura des formations recommandées pour ces administrateurs locaux qui devront suivre pour facilement prendre en main la solution? Alors, ça dépend. Certification Microsoft, bien sûr. Oui, je dirais ça dépend de jusqu'où vous voulez aller dans l'intégration. Si vous partez de zéro en ayant la prétention de faire les acquisitions et les installations vous-même, oui, formation, certification oblige. Ça reste quand même quelque chose de relativement complexe à définir en termes de design, en termes de dimensionnement, en termes de choix des offres. Si vous souhaitez l'opérer par vous-même, il vous faut des administrateurs formés et certifiés. Si par contre, vous vous faites accompagner par un partenaire comme ce qu'on propose, à ce moment-là, non, ça ne me paraît pas indispensable. On procède, c'est ce qu'on fait avec nos clients aujourd'hui. Hein. Nous, quand on vous accompagne dans ces projets-là, on le fait souvent à 4 mains. C'est-à-dire qu'on est là en pilotage. Par contre, on vous redescend toute la connaissance et tout ce dont vous aurez besoin demain pour administrer des niveaux les plus légers aux niveaux les plus bas, mais avec notre proximité sur des incidents majeurs ou quoi que ce soit. Donc après, ce sera à vous de voir jusqu'où vous voulez positionner le curseur, de le faire en totale autonomie ou complètement accompagné et en fonction besoin de formation ou pas. Sachant qu'on est organisme de formation et qu'on prodigue les formations qui seront adaptées au niveau que vous souhaitez opérer vous-même, quoi. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il y avait beaucoup de contenu, hein, donc et encore, on s'est limité parce que sinon on était parti pour 2 heures. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir participé
Si vous voulez poursuivre, vous avez des questions qui viennent, des projets, des idées, vous voyez ici le contact Bruno Dumoulin qui va centraliser. Vous pouvez l'appeler aussi sur son numéro de téléphone. Si vous avez des projets de migration, on n'en a pas parlé, mais Constellation est aussi très fortement certifié Oracle, donc, et en particulier sur les domaines Oracle Microsoft. Donc si vous avez des sujets autour de ça, que ce soit sur Azure Natif, Azure Local, ou maintenant Database at Azure, qui est le rapprochement des deux, n'hésitez pas non plus à nous solliciter, quoi. Écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je remercie les speakers aussi qui ont beaucoup travaillé là. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Voilà. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.